La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 14 novembre 2024. Il s'appelle ce matin « La Lex Trump se met en place ». Les secousses consécutives à l'élection de Donald Trump pour un second mandat à la tête des États-Unis continuent à se propager. Les investisseurs ont tendance à rapatrier leurs paris haussiers sur Wall Street et ça évidemment ça pénalise les autres places. Et pendant ce temps, les mécaniques profondes et sans doute durables sont en train de se mettre en place, notamment sur le marché des changes. La séance boursière du mercredi 13 novembre n'a pas donné lieu à de grandes envolées. En Europe, il ne s'est pas passé grand-chose, même si on pouvait espérer un rebond après la sévère purge des indices mardi, les indices qui avaient été foudroyés par les craintes de lendemain difficiles dans un monde régi par la Trump-lex. Aux États-Unis, Wall Street a connu une séance assez calme, c'est la seconde consécutive avec des variations indicielles qui ont été modestes. On a eu moins 0,16% pour le Nasdaq et plus 0,1% pour le Dow Jones. Du côté du S&P 500, on était quasiment étal, plus 0,02% à la cloche. Pas de quoi casser trois pattes à un canard démocrate. Donc, le président élu Donald Trump a continué, lui, à distribuer les rôles au sein de sa future administration en confirmant la présence de profils aux idées bien arrêtées. Un futur président qui a appris avec délectation pendant la journée ce qui avait de bonnes chances de se produire, son camp est majoritaire à la Chambre des représentants. Les démocrates boivent donc le calice jusqu'à la lie puisqu'ils laissent aux républicains le contrôle de la Maison-Blanche, du Sénat, de la Chambre des représentants et de la Cour suprême. La limitation du contre-pouvoir a naturellement entraîné les stratèges des grandes banques d'affaires à brûler leurs scénarios médians pour se concentrer sur leurs hypothèses extrêmes puisque Donald Trump a désormais un boulevard pour déployer sa politique. À ce propos, on est en droit de se demander quelles seront les relations du futur président avec la Banque centrale américaine. C'est pas un scoop, mais elles seront probablement mauvaises puisqu'il ne tardera pas à reprendre ses joutes verbales avec Jérôme Powell, surtout si le patron de la Fed et son équipe sont forcés de déployer des politiques monétaires restrictives pour contrer le risque inflationniste qui est prêté aux initiatives prévues par Donald Trump. Les ultras du camp républicain pourraient eux aussi donner de la voix pour limiter les pouvoirs de la Réserve fédérale, qui est un de leurs vieux chevaux de bataille. En attendant, le marché a fait remonter de 59% à 83% entre hier et aujourd'hui la probabilité d'une baisse de taux d'1/4 de point de la Fed le 18 décembre prochain. Pourquoi ? Parce que la publication à 14h30 hier d'une inflation d'octobre pile en ligne avec les attentes aux États-Unis a rassuré un petit peu tout le monde. Et oui, parce que plusieurs économistes avaient alerté sur un risque de reprise plus marqué de la hausse des prix et ça aurait évidemment mis à mal les espoirs d'assouplissement monétaire en fin d'année. On note toutefois que le rendement du 10 ans US reste haut perché, ça c'est un signe que le marché monétaire est vigilant quant à l'évolution de l'inflation. La publication de l'indice des prix à la production d'octobre à 14h30 aujourd'hui constituera d'ailleurs un nouveau test. À court terme, le plus gros impact du retour aux affaires de Donald Trump, il est visible sur les taux de change. La glissade continue pour l'euro, le yen et les principales devises qui ne sont pas trop manipulées. Du côté du Japon d'ailleurs, la monnaie est revenue près du seuil qui fait habituellement sortir du bois les autorités monétaires qui ne peuvent pas se permettre de trop laisser baisser le yen. Naturellement, les fortes variations du dollar sont aussi un poids pour les économies émergentes et leurs marchés boursiers. Du côté du pétrole, c'est la stabilité qui règne depuis quelques séances. L'or noir est toujours tiraillé entre la perspective de voir les États-Unis pomper comme des Shadoks, la fameux mantra drill baby drill, et les efforts de l'OPEP de l'autre côté pour maintenir des prix élevés. Pour rester dans le sujet, on a appris cette nuit que l'Inde a dépassé la Chine comme principale source de croissance de la demande de pétrole en Asie, et d'où provient le pétrole indien, de plus en plus de la communauté des États indépendants, et là c'est essentiellement la Russie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Elle assurait 43% de l'approvisionnement de l'Inde depuis le début de l'année 2024. En 2021, la communauté des États indépendants fournissait moins de 2% des besoins indiens. Dans l'intervalle, évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine et les embargos qui ont suivi et qui ont bouleversé les flux. Sur le front des sociétés, il y a de l'actu aussi aujourd'hui. Le jeu des chaises musicales se confirme chez LVMH avec quelques changements dans les hautes sphères du groupe. On a aussi une bonne série de résultats du côté de Cisco, Deutsche Telekom, Alstom ou encore Siemens et des plans de moyen terme qui ont été présentés par des sociétés emblématiques en Europe, Thales pour la défense et ASML dans les semi-conducteurs. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 baisse pour la troisième séance consécutive sur un repli de 0,4%. Pour le Hang Seng à Hong Kong, c'est la quatrième séance de baisse de rang. Ça porte le passif de l'indice à 7% depuis jeudi dernier. Ça évidemment c'est un effet collatéral de l'élection de Donald Trump et aussi, il faut bien le dire, du manque de punch des dernières mesures de relance annoncées par la Chine. On reste en Chine mais sur le continent cette fois où on ne parvient pas à prendre le contre-pied, ce qui arrive pourtant parfois, et le CSI 300 perd d'ailleurs
d'ailleurs ce matin 1% au cours de la séance qui n'est pas encore terminée à l'heure où j'enregistre. Côté Corée du Sud, on parvient à grappiller 0,4%. En Australie, on est aussi en légère hausse. L'Inde, qui est un marché qui ne va pas très bien en ce moment, l'indice Sensex est proche de l'équilibre, mais il pourrait se retrouver avec une 6e séance consécutive de baisse sur les bras en cas d'échec à progresser à la clôture. Les indicateurs avancés européens, eux, ils ne sont pas plus inspirés que ces derniers jours. Ils végètent autour de l'équilibre avec un léger biais baissier autour de 8 heures. On a pas mal d'actu des sociétés aujourd'hui. En France d'abord, je le disais, ça bouge chez LVMH. Maud Alvarez-Pereire est nommée directrice des ressources humaines à compter du 1er décembre 2024. Cécile Cabanis va prendre la direction financière le 1er février 2025, date à laquelle son prédécesseur, Jean-Marc Guyoni, prendra les rênes de la branche vin et spiritueux. Thales présente donc ses objectifs pour la période 2024-2028 pour une journée investisseur aujourd'hui. ATR, la filiale d'Airbus et de Leonardo, a renoncé à un nouveau modèle pour se concentrer sur sa gamme existante d'avions à hélice. Le premier A320 XLR d'Airbus en service commercial qui est opéré par Iberia est équipé de moteurs LEAP A1 de CFM International. Ça c'est Safran et GE Aerospace qui contrôlent cette société. Saint-Gobain songerait à céder sa division vitre automobile selon les rumeurs propagées hier par Bloomberg. Elle pourrait avoir une valeur de 2,5 milliards d'euros. Schneider a remboursé par anticipation ses Océanes 2026. L'AMF a dispensé Vivendi d'OPA sur Lagardère dans le cadre de la scission du groupe. Eiffage vise un résultat net part du groupe du même ordre qu'en 2023 pour l'année 2024. Alstom a dépassé les attentes au terme du premier semestre fiscal et a confirmé ses perspectives annuelles. Et la Score est dans le rouge au T3, plombé par la révision de ses hypothèses en réassurance vie et santé. On a aussi Valneva et Limatech qui ont vacciné un premier participant dans l'essai de phase 2B du candidat vaccin tétravalent contre la shigellose, et Hydrogen Refueling Solutions qui revendique le passage des 100 tonnes d'hydrogène livrées par ces stations de grande capacité. Côté agenda des publis, on a notamment Claranova ou encore Faxiam en France. Ailleurs en Europe, l'Italie vend 15% de Banca Monte dei Paschi, Banco BPM en a acquis 5% et Delphine en aurait pris 3,5%. Les bénéfices de Merck KGaA au T3 augmentent plus rapidement que prévu. Saipem a signé un contrat de 1,9 milliard de dollars avec Total Energy au Suriname. ASML annonce que son chiffre d'affaires atteindra 44 à 60 milliards d'euros d'ici 2030, c'est une confirmation des prévisions précédentes. DE Show prend une position à découvert d'1 milliard de dollars dans Bayer, selon un document réglementaire publié aux États-Unis. Deutsche Telekom relève ses prévisions pour 2024, K+S les abaisse et E.ON maintient ses objectifs annuels. Il y a des tensions chez Ben & Jerry's avec sa maison mère Unilever autour du soutien à Gaza. On a aussi appris que SMA Solar supprime 1100 emplois et revoit à la baisse ses perspectives, que Siemens AG affiche une légère croissance opérationnelle mais que sa division du numérique continue à ralentir et que Beiwa annonce une baisse de son chiffre d'affaires après 9 mois d'activité. On a en outre Stadler Rail qui renonce à ses objectifs 2024, Telefonica qui va recevoir 380 millions de dollars en règlement d'un différend avec le gouvernement colombien, Kuehne + Nagel qui acquiert l'américain IMC Logistics, des actionnaires influents qui demandent la scission du groupe Smith & Nephew selon le Financial Times, Embracer qui a vendu EasyBrain à Miniclip pour 1,2 milliard de dollars et Boohoo qui subit une baisse de ses bénéfices au premier semestre en raison de la diminution des dépenses de consommation et des coûts d'investissement. Par ailleurs, OMV a obtenu 243 millions de dollars dans le cadre d'un arbitrage vis-à-vis de Gazprom et Telecom Italia déclare que ses objectifs en matière de bénéfices et d'endettement sont en bonne voie après la vente de son réseau. Sur l'agenda des publis en Europe aujourd'hui, à part les sociétés que j'ai citées, on a aussi 3i Group, Swiss Re, Hapag-Lloyd, CVC Capital Partners ou encore Swiss Life. En Amérique du Nord, on a quelques valeurs qui baissent hors séance après leur trimestriel. C'est le cas de Tetra Tech moins 8%, de Nu Holdings moins 4% et de Cisco moins 3%. L'essai de phase avancée d'Eli Lilly sur le tirzépatide injectable donne des résultats positifs dans la prévention du diabète et AMD supprimerait environ 4% de ses effectifs mondiaux. Les publications attendues aujourd'hui à Wall Street, Walt Disney, Applied Materials, Brookfield ou encore JD.com. En Asie-Pacifique et ailleurs dans le monde, Tencent Holdings est en hausse après la publication de bénéfices supérieurs aux attentes. Le coréen Kia voit les défis du marché à court terme et maintient son objectif de vente annuelle de 1,6 million de véhicules électriques d'ici 2030. Enfin, Eicher Motors en Inde bondit de 7% après des résultats bien accueillis. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, On High Precision, NetEase, Mizuho ou encore Hindustan Aéronautique. Voilà, c'était un petit peu long aujourd'hui, il y avait beaucoup d'actu des sociétés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.